back, ladies and gentlemen. A very short break, but a break that now... J'espère que la pause nous a préparé à la dernière séance de ce jour. Nous aurons une séance de 30 minutes. Je vous demande donc de vous asseoir. Et si vous êtes dehors et vous continuez à m'entendre, je vous invite à vous installer. Mesdames, Messieurs, la séance qui suit porte sur les cités circulaires dans leur façon de donner forme à l'avenir. Alors, je requiers votre attention encore une fois. Merci beaucoup. J'invite Christine Hughes, directeur de Resource Circularity, et elle dirige le PPP dans l'éradication de la pollution plastique. Et je vais présenter le deuxième modérateur, qui est Paul Carey. Il est dans les approches systémiques et sur l'urbanisation, sur l'informalité, sur l'alimentation et l'économie circulaire. Il parle de sciences politiques pour l'amélioration de l'équité en matière de ressources, de planification de par le monde. Much better. Maybe it's just positioning. All right. Sorry about that. Well, again, thank you. Thank you. Welcome. Thanks for participating. Encore une fois, merci pour l'invitation que vous m'avez donnée pour être ici. Merci d'être là, tous. Ce que nous avons entendu parler de la résilience, on a parlé d'adaptation, on a parlé des problèmes des politiques dualistes, les idées entrepreneuriales de ce matin, de l'énergie. Maintenant, nous allons nous impliquer dans quelque chose d'autre sur les cités qui doit inclure des pratiques circulaires. Vous avez nommé cités, les cités. Depuis le matin, on n'a pas nommé le terme cité. Beaucoup d'activités qu'on a citées ici se déroulent dans des cités, dans des villes, si vous voulez. Lorsque vous parlez de l'économie circulaire, il s'agit des ressources des personnes, des innovations, là où les jeunes se dirigent, un espace donc pour qui doit prendre, qui porte en lui l'exécution. Eh bien, je voudrais commencer par les ressources circulaires. Les affaires circulaires avec des systèmes circulaires, n'est-ce pas? C'est une loi sociale. On a l'économie circulaire pour l'avenir. Alors, je devrais contextualiser. Vous savez, les cités, c'est l'avenir. La façon dont nous les concevons, la façon dont on y investit, notre façon de les négliger aussi va déterminer. En Afrique, en Asie et même partout au monde, on peut beaucoup parler des cités. Je voudrais vous présenter une vidéo présentée par le Forum économique mondial sur l'environnement, l'infrastructure. Alors, si vous avez la vidéo, veuillez déjà l'afficher. Let's see about to do. Let's see that.
Wonderful. Merci. J'espère que vous avez retenu certains chiffres sur les opportunités qui se présentent. J'aimerais inviter un bon ami, un assistant du ministre des Sciences et Technologies au Ghana. Il va parler de l'appui du Ghana vers une économie circulaire. Monsieur Tommy Olivier. On aura aussi Viviane Henan de Pays-Bas, virtuellement, en ligne plutôt. Nous aurons Olivier. Vous avez géré l'espace de l'économie circulaire au Ghana avec une grande vision au ministère des Sciences, Technologies et Innovation. Quelle est la situation actuelle au Ghana et est-ce que vous avez de l'espoir sur la route que vous parcourez? Pour commencer, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité à prendre part et à parler à cet événement important. Avec le ministre de l'Environnement de Pays-Bas au dialogue sur la transition vers l'économie circulaire et la planification y afférente ici en Afrique. Eh bien, pour le dialogue se porte sur les cités circulaires, sur un environnement construit. Je me focaliserai sur un élan et une sorte d'intérêt autour de la transition vers l'économie circulaire. Donc, un mouvement circulaire qui s'élève à travers tout le continent. Et moi, je crois que ici est l'opportunité pour le continent de recevoir, d'aborder divers défis économiques et sociaux qui confrontent la population. Alors, ce matin, on a entendu les jeunes gens dans le domaine de l'économie circulaire des pays divers du continent africain, l'agriculture, textile, n'est-ce pas, électronique et plastique. Et en dépit des divers défis auxquels ils se heurtent comme entrepreneurs, ils réussissent quand même parce que il y a des opportunités dans cette transition. Et comme beaucoup, ces jeunes gens
voit la transition vers l'économie circulaire comme le seul espoir qui nous reste pour le salut de notre planète, à léguer à nos enfants, à nos générations à suivre. Que nous faut-il faire alors en tant que gouvernement dans les pays africains pour appuyer ces jeunes talents ayant choisi de poursuivre leurs ambitions de sauver le monde? Il est important de mettre en lumière que les affaires en général doivent bénéficier d'un environnement pour observer, pour visualiser des opportunités plus vastes qui les amèneront à transformer leurs rêves en réalité. Donc là, il faut des réformes, des normes, le renforcement du cadre réglementaire, garantir l'exécution de ces lois. Alors là, il faut comprendre les principes et les pratiques de la circularité. Et là, ils sont appliqués à chaque étape de la chaîne de valeur des secteurs où ils sont opérationnels. Il faut également rendre les choses, l'environnement attractif au secteur privé afin qu'ils puissent y investir, engager les industries en tant que partenaires ou acteurs clés à travers cette transition. Les gouvernements doivent être créatifs et apporter des ressources pour mettre sur pied des infrastructures afin de transformer les matières de manière efficace. En Afrique, il faut un effort conscient pour intégrer le secteur informel afin d'éviter la création de disparités et dans le secteur économique qui émerge. Le Ghana est donc conscient dans la transformation de son économie en économie circulaire. Et donc, nous allons examiner certaines initiatives qui ont lieu au Ghana avec des partenaires qui participent et qui partagent la vision de participer dans une économie moderne, limitant la pression sur les ressources, éviter la création de déchets non nécessaires et créer des emplois significatifs en faveur de nos populations. Je vous remercie. Je crois que du Ghana, cela est important. Vous avez fait beaucoup. Vous avez cité deux mots-clés dont je me rappelle en particulier. Vous avez parlé d'un environnement favorable dans un contexte africain. Il y a l'Alliance ouest-africaine sur l'économie circulaire. N'est-ce pas les leçons que l'on peut partager d'un pays ou d'une région à une autre? C'est le développement d'un environnement favorable dans cette transition vers une économie circulaire. Tout d'abord, je pense que ce qui a rendu le Ghana un endroit pour le pays d'expérimenter, d'apprendre certaines leçons, c'est d'abord la libération de la politique, plutôt la sortie de la politique en matière de plastique national. En 2018, elle tourne autour de la circularité. Oui, nous voulions surtout, fondamentalement, mettre sur pied un environnement dans lequel des plastiques continuent à jouer un rôle clé dans nos vies, parce que là où on se trouve, au niveau où on se trouve, il y a très peu de choses qu'on peut faire pour changer l'état de choses. Mais à l'exception, on peut faire des choses pour limiter les impacts négatifs que les plastiques incarnent ou représentent dans les vies de nos gens, de nos peuples. Tout d'abord, du sommet de la chaîne de valeur plastique, il faut regarder tout le cycle de vie entier du plastique pour s'assurer que chaque chose qui a des effets de pollution ont des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé humaine.
ou sur la biodiversité, constituant donc la pollution. Par conséquent, à chaque étape de ce cycle de vie, chaque activité qui a lieu, nous essayons de comprendre ces activités et la nature de ces activités et quels sont les résultats qui en découlent et qui sont responsables de ces activités précises. Quelles sont les mesures d'allègement qui devraient être tenues pour responsables. Récemment, il y a quelques minutes, on a parlé du plan IPR mondial. Et donc ça, c'est pour s'assurer qu'on existe. Il y a un plan IPR qui s'impose à tout le monde, ayant un impact sur l'environnement et qui tient tout le monde responsable. Si vous êtes en mesure de mener une telle analyse du sommet au bas de l'échelle de cette chaîne de valeur, vous saurez qui va contribuer à un fonds qui va servir mondialement à s'adresser aux problèmes posés par le plastique. Ça, c'est de 1. De 2, j'ai aussi dit qu'à chaque étape, il nous faut appliquer ces principes. Qu'est-ce que cela veut dire? Il nous faut un régime d'exécution ou de mise en vigueur qui s'assure qu'à chaque étape, si vous produisez, vous distribuez, consommez, vous connaissez ce que c'est que la circularité veut dire à cette étape-là. Eh bien, notre régime d'exécution doit être là pour garantir le fait que ceci se fait. Et si vous êtes un consommateur, il vous faut aussi comprendre que vous avez un rôle clair à jouer. Vous savez, dans la plupart des cas, en Occident, n'est-ce pas? Cela peut ne pas être un grand défi, mais pour nous, sur le continent, c'en est un, n'est-ce pas? Et donc, la gestion, la manipulation des plastiques, ici, chez nous, c'est pas comme ailleurs. Et vous savez, nous n'avons pas l'infrastructure pour collecter, transporter, trier, transformer. Par conséquent, il nous faut construire des infrastructures afin de nous garantir que ceci est bien. Il nous faut aussi éduquer nos peuples, nos populations. Il faut aussi intégrer l'information parce que dans la plupart de ces États africains, une grande partie de la population, n'est-ce pas, est dans le secteur informel. Au Ghana, par exemple, près de 70% d'acteurs sont dans le secteur informel. Et je vous enjoins de comprendre que ces plastiques qui posent le plus gros des problèmes ne sont pas ceux qui sont importés de l'étranger, mais c'est ceux qui sont produits par le secteur informel dans des endroits qu'on ne sait même pas identifier. Et alors, il nous faut identifier tous ces acteurs et les tenir pour responsables pour leurs actes. Voilà ce que nous, on fait au Ghana. Et là, nous développons un cadre économique circulaire en commençant par les plastiques et donc nous croyons adaptable par rapport à d'autres matières. Et aussi mettre en place un centre d'excellence pour les économies circulaires en général avec l'appui des partenaires au Canada et d'autres endroits. Et de nouvelles initiatives sont aussi en cours ou d'autres matériels tels que le textile et autres sont d'autres opportunités émergentes au Ghana et ce cadre va aussi assurer que tous ces matériels différents et ressources différentes font partie du cadre de l'économie circulaire. Merci beaucoup. Je pense que vous avez identifié beaucoup de choses et je pense qu'il est important pour nous de tenir compte de cela quand on parle de l'aspect de faire en sorte que cela se passe, surtout accroître toute la chaîne de valeur pour créer des systèmes de changement, donc pour aboutir à cette transition vers l'économie circulaire. Alors voilà, je voudrais donner la parole à la ministre de l'Environnement des Pays-Bas. Maintenant, merci beaucoup de participer
Donc, je parlais donc à Tommy Olivier du Ghana, qui est conseiller spécial du ministère de l'Environnement. Alors, ici, nous sommes dans le cadre de l'économie circulaire. Et vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pensez de cette transition vers l'économie circulaire? Parce que nous savons qu'aux Pays-Bas, il y a beaucoup de leaders dans ce domaine. Nous voudrions vous entendre parler d'où vous êtes. Et merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'entendre? C'est bon. Oui, aussi un bon après-midi aux autres participants qui sont ici dans ce forum. Alors, j'ai eu des empêchements qui ne m'ont pas permis de participer en présentiel et c'est pour cette raison que je vais m'adresser aux participants à partir des Pays-Bas. Alors, en Afrique, il y a beaucoup d'opportunités et ce sont des opportunités qui sont inspirantes, comme vous l'avez vu dans la vidéo qui vient d'être projetée. Il y a beaucoup d'avantages qu'on peut tirer des économies circulaires. Et la circularité a été débattue, bien entendu, au Japon au cours du forum économique. Et alors, nous devrions faire la transition sans tarder parce que les matériels sont d'une quantité importante. Il faudrait absolument accroître la consommation de ces matériels. Donc, nous devons continuer dans la même voie pour que nous puissions aller au-delà et peut-être atteindre les frontières planétaires. Il faut permettre aux futures générations de pouvoir être dans un environnement convenable. Aujourd'hui, je voudrais dire quelque chose à propos de la circularité parce que je suis aussi dans le domaine de la circularité. La circularité, c'est un nouveau concept et c'est un concept qui vient du fait que l'histoire nous montre que les sociétés n'ont pas été à mesure de gérer les déchets. Alors, le monde circulaire, c'est un monde qui tient compte des ressources que nous avons et qui doit accroître la protection de l'environnement. Alors, il faudrait penser à réutiliser les matériels que nous avons, réduire le jet des déchets dans la nature pour que l'environnement soit protégé, mais aussi pour en tirer un avantage économique. C'est de là qu'est venue la circularité. Mais cela exige bien entendu l'existence des infrastructures. Il faudrait aussi penser à la chaîne d'approvisionnement des différents matériels. Alors, le principe de conception structurelle, c'est un concept qui tient compte des différents secteurs. Donc, il faut une collaboration transsectorielle, une collaboration entre les différents pays parce que nous pensons que chaque partie prenante a un rôle. Les gouvernements doivent prévoir de l'argent pour contribuer dans la circularité parce que nous savons qu'effectivement les économies circulaires apportent beaucoup d'intérêt pour les sociétés. Nous savons que le marché, c'est un marché qui a beaucoup d'opportunités et qui apporte beaucoup de recettes. Mais bien entendu, cela exige que nous adoptions des pratiques qui sont efficaces. Nous pouvons par exemple parler des différentes pratiques, des différents équipements électroniques. Donc, nous pouvons tirer profit de la circularité, nous pourrons échanger des connaissances. Il faudrait impliquer le secteur privé, il faudrait impliquer toutes les personnes qui peuvent jouer un rôle. Nous avons aussi besoin de mettre en place un dialogue transparent avec la société civile parce que la société civile joue un rôle important dans la transition. Au cours de la COP 27, tout le monde a pris un engagement d'atteindre les objectifs en matière des émissions, en matière de protection de l'environnement. Donc, ces engagements montrent effectivement comment les gens veulent effectivement aller de l'avant. Merci beaucoup pour m'avoir invité et j'ai hâte de voir les conclusions de cette rencontre. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment formidable de vous entendre parler, Viviane, de le besoin de l'innovation dans la conception circulaire et comment on peut aller de l'avant.
Oui, je vais peut-être, au cours de quelques minutes qui restent, je vais donner la parole aux panélistes pour essayer de résumer. Peut-être je vais donner la parole au conseiller du ministre. Mais d'abord, je vais poser la question à Madame la ministre Viviane. Qu'est-ce que les Pays-Bas peuvent nous donner comme leçon, comme expérience en ce qui concerne le développement de l'espace circulaire? D'abord, je voudrais complémenter, appuyer l'idée qui a été développée par M. Boachi en ce qui concerne l'importance d'apprendre les uns des autres, de se partager les expériences. Cela doit jouer un rôle important parce que c'est par l'échange des expériences qu'on peut faire la différence. Il faut dire, bien entendu, que cette collaboration puisse tenir compte des objectifs de chaque pays. Il y a des pays qui sont déjà en avance par rapport à la réalisation des ODD d'ici 2030. Il y a d'autres qui veulent réaliser l'objectif d'ici 2050. Mais de toute façon, d'ici 2030, on devrait être à mesure de recycler tous nos matériels qui se trouvent dans les déchets en vue d'une meilleure protection de l'environnement. Donc, cela exige une combinaison de la vision, des objectifs, des politiques, des règlements. Deuxièmement, le gouvernement pourrait aussi jouer le rôle de facilitateur parce qu'il faudra rassembler les acteurs. Des producteurs jusqu'aux concepteurs, aux groupes de conception, aux consommateurs. Donc, il faut tenir compte de tout le monde. Donc, tous ces acteurs doivent travailler ensemble sur différents projets. Au niveau national, nous le faisons, mais nous voudrions aussi le faire au niveau international. Bien entendu, nous sommes un pays modeste en termes de taille, mais nous pourrions être innovants, être à mesure d'être instrumental en partageant les connaissances que nous avons. Et je suis aussi heureuse, je participerai aussi au Forum économique mondial l'année prochaine et je serai en contact avec les leaders globaux et nous allons parler de la question de la transition vers l'économie circulaire. Et enfin, je voudrais parler du fait que le gouvernement est le meilleur client. Et le client, le meilleur, doit être le premier à être sensibilisé pour adopter de nouvelles pratiques. Alors, à travers l'Union européenne, nous avons déjà atteint 40%, c'est-à-dire 1,4 du PIB de l'Union européenne. Donc, c'est pour vous dire qu'au niveau régional et au niveau international, nous avons commencé à avoir un impact. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en tant que gouvernement pour jouer un rôle actif, pour effectivement apporter un changement systémique. Merci beaucoup, Madame la ministre. Nous sommes très contents. Vous parlez des Pays-Bas, que c'est un petit pays, mais vous êtes un petit pays, mais avec un impact très consistant. Donc, je pense que les autres pays peuvent tirer profit de votre expérience. Et le Ghana est aussi un pays d'Afrique qui est en avance par rapport à la transition. Donc, vous avez mis un accent sur les résultats, les recettes que les gouvernements peuvent tirer vis-à-vis de leur population. Alors, je demande au public d'applaudir Madame la ministre. Thank you. Alors, nous avons deux autres conversations. Alors, merci beaucoup et merci à l'honorable ministre et au conseil du ministre parce que vous êtes dans des positions qui ont un impact national et international. Alors, par rapport à l'idée de créer un environnement favorable, il faut des outils, il faut développer des outils, il faut que le gouvernement s'y implique, aussi bien dans le développement des idées que dans le développement des outils. Alors, le gouvernement, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le singulariser. Il faut comprendre que le gouvernement a un mandat, a des responsabilités, et le gouvernement, pour aboutir à ses mandats, doit absolument travailler avec d'autres.
Donc, je pense qu'il doit y avoir un alignement entre les projets du gouvernement et le fonctionnement des différents départements. C'est comme ça qu'on peut atteindre la durabilité. Alors, nous avons besoin d'accroître la voix, de rehausser la voix des gouvernements au niveau local et s'assurer que les voix des différents citoyens sont entendues par les gouvernements respectifs. Alors, les priorités consistent à mettre un accent sur le rôle des communautés au niveau des positions des gouvernements. Pour que le gouvernement soit un acteur efficace, il faut qu'il y ait une autonomisation des populations. Il en va de soi de la mise en œuvre de son mandat, mais aussi, il faut aussi que les gouvernements locaux puissent créer un environnement facilitateur. Alors, je voudrais, sur ces mots, inviter le panel suivant à venir discuter, c'est-à-dire comment créer cet environnement facilitateur. Donc, je vais inviter Patricia Akinyi-Kumoro, Vera Shaba, qui est chef du programme Afrique, World Grid Building Council, et enfin, Christine Hughes, qui est directeur de la ressource des Resource Circularity, et Motamu Kililo, qui est cofondateur et DG de Miko Tiles Limited. Alors, nous vous invitons à prendre la parole et je vais commencer par Patricia. Vous êtes une championne de la voie du gouvernement par rapport à l'économie circulaire. Alors, je voudrais avoir votre point de vue par rapport au rôle de l'économie circulaire dans la construction des infrastructures à Nairobi. Merci beaucoup. C'est vraiment une bonne opportunité pour moi d'avoir cette opportunité de m'exprimer sur la ville de Nairobi. Comme d'autres villes, nous avons l'utilisation, nous utilisons des matériels organiques et non organiques dans différentes industries. Alors, il y a l'élément de circularité, mais aussi nous voulons les rentabiliser. Il y a aussi l'utilisation des matériels, surtout dans le secteur informel, où vous trouvez dans un site donné, où on prend des matériels et on les utilise pour la construction dans notre site, soit dans le domaine des affaires. Nous avons aussi l'utilisation des matériels recyclés, mais c'est beaucoup plus dans le secteur socio-économique et moyen. Au niveau le recyclage des plastiques pour en faire des tuyaux, par exemple, des tôles. Nous avons aussi d'autres établissements privés dans ce domaine. Nous avons aussi des bâtiments qui ont une ventilation à l'intérieur et nous les encourageons à l'utilisation de moins d'énergie possible. Alors, en considérant la circularité déjà en place, on ne peut pas dire qu'on a déjà rationalisé cela. Il y a des bâtiments, des établissements nécessaires. Vous avez aussi posé la question des défis auxquels nous faisons face. Les défis existent. Dans la session matinale, on nous a parlé de cela. Nairobi prend le devant en ce qui concerne l'économie circulaire. Mais aujourd'hui, en tant que gouvernement, comment est-ce qu'on peut mesurer cela? La plupart des fois, nous regardons par observation et nous devons avoir des mesures, des façons de mesurer. Il y a par exemple les cadres réglementaires inadéquats. Oui, l'élément politique est très important dans la circularité parce que ça aborde les questions de durabilité, vous savez, l'utilisation des matières organiques. Donc, nous avons besoin d'un cadre légal pour bien traiter les questions en rapport avec la circularité. Bien entendu, il faut mettre en place un système de sensibilisation, comme d'autres partenaires l'ont dit. Aujourd'hui, on se pose la question, combien de matières organiques existent dans Nairobi?
Est-ce qu'il y a une résilience par rapport à cela? Nous devrions avoir des informations là-dessus pour éviter qu'il y ait une pression sur les différents services qui sont fournis dans la ville. Parce que cela pourrait aussi aider dans la gestion des catastrophes, les aspects énergétiques. Donc, il y a besoin d'une collaboration. On en a parlé. Donc, le problème est de travailler en solo au niveau interne et au niveau externe. Alors, par rapport à l'économie circulaire, on parle de la circularité des matières, mais aussi de la circularité des personnes impliquées. Vous avez aussi posé la question sur les opportunités que nous avons. Oui, je pense que vous pourriez revenir là-dessus après. Il y a beaucoup qui se fait selon ce que vous dites, mais il y a une certaine fragmentation. Il faudrait essayer de connecter les différents intervenants. Alors, peut-être qu'on y reviendra, mais on va... vous faites vraiment un travail excellent en ce qui concerne la matière. Est-ce que vous pourriez maintenant nous dire à propos de Microtile? Oui, merci beaucoup, Paul. Microtile, c'est une société de fabrication qui est basée à Nairobi, au Kenya, et nous faisons le recyclage des déchets agricoles. Et notre matière première, ce sont les déchets de canne à sucre que nous tirons des industries sucrières du Kenya. Et nous avons mené un projet de conservation et nous avons remarqué qu'il n'y avait pas moyen de pouvoir gérer cela et nous avons créé notre initiative dans le cadre de Microtile. Donc, idéalement, nous devrions leur demander de payer parce que nous traitons, nous recyclons les déchets de leurs entreprises, mais malheureusement, heureusement, nous ne le faisons pas. Nous voudrions aussi bientôt faire la transformation des déchets du café, du maïs. Alors, nos produits pilotes maintenant, c'est la création des charpentes, des tôles qui soient à mesure de protéger l'intérieur de la maison en termes de transmission de la chaleur. Donc, pour les gens qui vivent en Afrique du Sud, parfois vous avez l'été, vous avez l'hiver, mais c'est nous, au Kenya, on n'a pas le décalage été-hiver, mais nous avons des saisons où la nuit est très froide et le jour est très chaud. Donc, nous sommes en train de faire davantage de la recherche pour voir comment travailler aussi sur les accessoires, mais aussi faire produire des matières d'insonorisation. Donc, nous travaillons avec l'Institut kenyan de transformation. Donc, vous faites cela seulement au Kenya, l'isolation. Oui, c'est vraiment formidable. Oui, bien entendu, ça change toute l'équation. Alors, on va essayer de retenir quelque chose de tous ces exposés. Et maintenant, on va donner la parole à l'orateur suivant. Et donc, je suis très content d'entendre qu'il y a vraiment des idées innovatrices dans le cadre de la transformation des déchets. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Christine, qui va nous parler de la circularité des ressources et va nous parler de modèles de circularité, comment on peut accroître l'efficience par la voie des réglementations et d'autres. Oui, merci beaucoup. Merci pour la question et merci pour l'invitation pour prendre la parole à ce panel. Et je suis très contente de prendre part à ce forum. Participe je suis chef du programme Afrique World Green Building Council World GBC et je voudrais retourner un peu en arrière par rapport à la vidéo. Pourquoi
la durabilité est importante dans la protection de l'environnement. Alors, les bâtiments contribuent jusqu'à 40% des émissions de carbone et 60% des ressources sont utilisées par les bâtiments. Et surtout, cela affecte les ressources en eau. Et 60% de l'eau que nous voyons est utilisée dans les différents bâtiments qui sont construits sur la planète, sur la Terre ferme. Donc, on estime que cela produit 7% des émissions de gaz à effet de serre à travers le monde. Donc, quand on parle du changement climatique, de la réduction des émissions, des contributions des uns des autres, nous devons réfléchir par rapport à l'environnement des bâtiments, parce que l'environnement des bâtiments est parfois négativement impacté. Donc, 60% de la population mondiale d'ici 2050 vont vivre dans les villes. Donc, son forum est très important parce que, quel que soit où vous êtes, vous pouvez apporter une contribution par rapport à la mise en œuvre du modèle circulaire sur comment nous vivons. Alors, l'économie circulaire, c'est déjà un modèle et nous devons repenser nos modèles économiques circulaires. Nous avons appris à propos des modèles économiques à l'université, mais aujourd'hui, il faut être à mesure d'innover. Nous devons commencer à réfléchir en termes de bâtiments comme étant des matières, parce que ces matières émettent des gaz qui sont hostiles à l'environnement. Donc, un bâtiment circulaire, c'est un bâtiment qui a déjà une conception spécifique. Donc, vous allez voir qu'un bâtiment est circulaire à partir de comment il est conçu. Donc, en regardant le bâtiment, vous allez vous dire que ce bâtiment est un bâtiment circulaire. Vous pouvez vous dire que c'est un bâtiment qui contribue aux émissions ou pas. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous devrions considérer les bâtiments comme étant des sacs matériels. Parce qu'effectivement, à l'intérieur de ces bâtiments vivent des personnes, se trouvent d'autres matériaux, se trouvent d'autres objets. Donc, cela devrait être tenu en compte au cours de la mise en œuvre du modèle circulaire pour la protection de l'environnement. Merci beaucoup pour cette contextualisation. C'est pour exagérer que ce qui se passe dans les villes va déterminer la durabilité globale dans les années à venir. Merci beaucoup. Alors, vous êtes leader, Christine, dans différents domaines. Vous êtes partie prenante dans ces conversations. Alors, la question qui vient par rapport à cet environnement facilitateur, l'idée de l'environnement facilitateur. Cultiver cet environnement exige l'implication de plusieurs partenaires. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Merci, Paul. Je voudrais juste faire en sorte qu'on comprenne. Donc, nous allons absolument impliquer différentes parties prenantes. Et un forum comme celui-ci, c'est une occasion de rassembler plusieurs parties prenantes. Donc, il faut encourager l'initiative en matière d'économie circulaire parce qu'il en va de la transformation des différentes initiatives industrielles. Et cela devrait avoir lieu au niveau des parties prenantes, au niveau des gouvernements, au niveau des nations, au niveau des États et même à travers le monde. Donc, il faut s'étendre aux différentes des villes, essayer de comprendre effectivement comment les gens vivent dans leurs maisons, dans les villes, essayer de comprendre comment cela peut avoir un impact négatif. Et lorsque ça va avoir un impact négatif, on verra effectivement les changements qu'il faudrait apporter pour que nous puissions effectivement affecter positivement les différentes statistiques que nous voyons aujourd'hui. Donc, nous devons impliquer les gouvernements, le secteur privé, les entrepreneurs, la société civile, pour qu'ils puissent effectivement prendre part dans ce débat en ce qui concerne la transformation des villes en villes circulaires, des villes qui protègent l'environnement, des villes qui tiennent compte de l'importance de l'environnement dans la vie des personnes.
Alors, par rapport à ces partenariats, quel est votre secret en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes multipartenaires? Non, ça ne va pas par le droit chemin. C'est vraiment quelque chose qui va en dents aussi. Nous devons comprendre effectivement les partenaires. Nous devons comprendre les processus et nous devons comprendre que nous devons apprendre les uns des autres et nous devons apprendre que nous devons travailler avec empathie et comprendre effectivement qu'il y a moyen de faire le mieux que nous faisons aujourd'hui pour être plus compétitifs dans la société. Donc, travailler ensemble est très important. Donc, l'empathie, la conversation, c'est très important. Comment est-ce qu'on peut tirer profit de cela? C'est très intéressant ce que nous sommes en train de dire. Alors, Patricia, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose par rapport à cela? Essayez de nous dire, parler des opportunités. Quelles sont les opportunités qui existent à Nairobi et au-delà de cela? Nous avons parlé de cette idée de facilitateur. Comment est-ce que la ville de Nairobi facilite le développement des villes circulaires? Merci. Merci. Les opportunités sont nombrables. Nous savons qu'il y a beaucoup de pluie, beaucoup de soleil. Donc, nous avons vraiment l'occasion de collecter de l'eau. Nous avons l'énergie solaire. Nous avons plusieurs ressources naturelles. Il y a une industrie de recyclage à Nairobi qui s'élargit. Nous avons un secteur privé qui est très, très fort et qui renforce l'économie de recyclage. Donc, nous devrions donc renforcer ces actions. Donc, au niveau national, le président fait un pas en avant. L'industrie de la construction est parmi les causes de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, nous faisons face à ce défi. Donc, nous devrions essayer d'introduire ces principes de durabilité dans l'industrie de construction. À Nairobi, nous avons un plan qui couvre la gestion de ressources et de déchets. Donc voilà, ça a trait à l'économie circulaire. Donc nous avons un fonds de viabilité, un fonds vert qui veut que l'environnement puisse être renforcé par l'économie durable. Sur ce, nous espérons pouvoir renforcer ces industries. Il y a aussi des plateformes qui visent à renforcer les formations. Donc, comme vous m'avez posé la question de savoir quel est l'environnement, quelles sont les mesures d'incitation. Nous travaillons avec le gouverneur sur les espaces verts. La semaine prochaine, le Kenya va fêter la journée de l'autosuffisance, de l'autogouvernance, et nous allons célébrer un de nos pactes pour augmenter les espaces verts, pour qu'il y ait des espaces pour les loisirs et qui vont bénéficier au public. Nous avons aussi cette intégration verticale avec le gouvernement au niveau national. Il faut qu'il y ait un cadre juridique sur les achats durables. Nous devons respecter les normes et il faut qu'il y ait des mesures d'incitation. Nous travaillons pour renforcer la conformité. Est-ce qu'on peut lancer des budgets verts pour encourager des initiatives de volontariat? Le gouvernement national pourrait aider les villes en appuyant leur
cadre juridique. Dans ce système, nous sommes guidés par le gouvernement national et avec la volonté politique provenant du gouvernement national, il y aura la décentralisation de tous ces effets positifs. Il ne s'agit pas du président, il s'agit de l'implication de tous les hommes politiques pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Et ceci va augmenter le potentiel en ce qui concerne la synergie des acteurs. Merci beaucoup. Ce que vous avez suggéré avec TAC, c'est d'intégrer ces actions dans les différents cadres. Donc, l'action sur le climat dans les différents plans nationaux. Merci beaucoup. Ceci dit, vous nous avez expliqué ce que vous faites d'après vos expériences. Comment combler le fossé entre ce que vous faites et l'industrie de construction? Tout d'abord, ce matin, on a entendu parler des idées innovatrices. Une économie de 99 milliards est vraiment une idée bancable. Et donc, je vois que, par exemple, à Nairobi, nous avons, il nous manque 80% de maisons dont on a besoin. Mais il y a une opportunité là-dessus, puisque le fait d'avoir beaucoup de briques donc ne suffit pas. Il nous manque de maisons. On a besoin d'autres matériels de construction qui auraient un impact beaucoup plus important et nous allons devoir fournir d'autres maisons. Et il se peut qu'il y ait donc beaucoup d'emplois si on crée, si on arrive à combler cet écart en ce qui concerne l'habitat. Nous croyons que l'économie circulaire et l'économie tout court travaillent en collaboration l'une avec l'autre. Il est très facile de dire, il est très facile de vendre un matériel de construction si quelqu'un veut construire sa maison. Donc là, je dirais, si vous utilisez mon produit, ça sera plus économique pour vous. C'est plus facile comme ça. Je devrais dire, si vous utilisez ce produit, vous pourriez le recycler à la fin de la construction. Ou bien, je peux dire, ce produit que je vous vends ne pourra pas être vendu puisque à la fin du processus de construction, donc, il y a je peux dire qu'il faut avoir des matériels alternatifs pour la construction. Ça aurait un impact beaucoup plus important. Il y a quelqu'un qui avait dit ce matin qu'on ne peut pas apprendre grand-chose des pays industriels et qui commencent à changer leur façon de construire. D'accord. Là, où il y a des champignons qui poussent, peut-être on pourrait travailler dans de tels espaces. Elle avait parlé de la construction régénératrice. Pourrons-nous convertir ce système de construction pour avoir d'autres matériels de construction? En parlant des champignons, il y a un grand potentiel dans le domaine des constructions. On n'a pas encore découvert à quel degré on pourrait intégrer ça. C'est dans l'avenir où on va découvrir ça. Et pourtant, on commence à vivre dans des maisons qui poussent. Oui, c'est les villes de l'avenir, ça arrive au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? On a parlé de cette économie circulaire. Est-ce que vous pouvez donner un commentaire sur ce qu'il vient de dire? Ce que j'ai appris maintenant et ce matin, c'est que nous devrions mettre en œuvre cette économie circulaire. Et il y a plusieurs façons de le faire. C'est à travers la formulation des politiques. On peut faire ça avec l'aide de l'Union africaine, à travers les feuilles de route pour l'économie circulaire. Pendant les années 60, donc, ça se passait. Donc, cela veut dire que
On peut parler de matériels biodégradables comme l'argile, mycélium, et nous devrions retourner vers nos gouvernements pour voir ce qu'on peut faire pour exploiter ces ressources financières. Mais je pense qu'on a besoin d'un financement pour avoir ces modèles nouveaux. Ça nécessite un financement. Donc, on parle d'une économie séculaire, mais ça veut dire autre chose pour certains acteurs. Et puis, il faut utiliser le langage utilisé par la population. Et puis, parlant des systèmes, il faut qu'il y ait une certaine collaboration. Il ne faut pas travailler seul. Il faut avoir de la collaboration. Il faut qu'il y ait une collaboration entre les décideurs politiques, les architectes, tous les différents acteurs. On devrait considérer ce modèle économique comme étant un modèle économique circulaire où il n'y a pas de gaspillage. J'espère qu'il y aura encore d'autres sessions à travers l'année. Donc, au cours de l'année prochaine, il y aura une revue des contributions par les pays qui ont ratifié les accords de Paris. Donc, j'espère qu'il y aura une revue des actions menées par ces pays. Merci beaucoup. Vous devriez faire la modération de ce panel. Donc, maintenant, je vais donner la parole à l'audience. Nous allons prendre 3 questions ou commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question vraiment importante? Sinon, nous allons continuer à causer sans vous, sans votre implication. Je vois quelques mains levées. Est-ce qu'il y a un micro? Veuillez lui donner un micro. Catherine Warbuck, je suis PDG de October. J'habite à Cape Town. J'ai un accélérateur pour l'économie séculaire. J'essaie d'aider ceux qui veulent lancer des entreprises dans cet espace vert. Vous avez parlé des échelles. Et avec Mutomo, j'aimerais savoir ce que vous voulez avoir pour lancer ce modèle d'entreprise. Je pense à ce que vient de dire Jack Berry. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Comment intégrer ça dans les villes, du haut vers le bas, du gouvernement vers le bas? Comment est-ce qu'on peut aider les entreprises comme celle de Matamo pour étendre ça à travers le continent de l'Afrique? Veuillez lever la main, s'il vous plaît. Merci. Je suis Charles de Nairobi. Je suis fabricateur. Je fais partie de Limbakacha, la fondation. Nous faisons partie des signataires. Je veux qu'il y ait des emballages recyclables. Quand vous avez dit qu'il faut trouver ces montagnes de déchets, vous avez pu convertir ces montagnes de déchets vers le mycélium. Je me suis posé la question de savoir ce qui s'est passé avec les autres montagnes de déchets. Qu'est-ce qui arrive à ces déchets? Est-ce qu'il y a une façon d'introduire un lien entre ces déchets et les innovateurs comme vous-même? Est-ce que ça pourrait mener à d'autres actions d'innovation? Merci. Merci. Ouphies, je viens de Bio-Based Homes en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup de vos contributions. J'ai beaucoup aimé écouter le potentiel de ces matériels verts. Il y a le potentiel de ce stockage et les effets de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça fait 8% des émissions de gaz à effet de serre. Il faut intégrer le potentiel de stockage
pour accélérer l'adoption de ces matériels dans la construction. J'espère que les Green Building Council vont intégrer ces idées dans leur cadre. Je me demande si ça a déjà été développé. Merci beaucoup. Nous avons eu ces questions. Qu'est-ce que vous cherchez pour réussir? On pense aux opportunités durables. Est-ce qu'on peut donner une réponse à la question relative aux montagnes de déchets? Patricia, est-ce que vous pouvez résumer si vous avez quelque chose à dire à l'audience? Vera, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que je peux commencer? Sinon, Tamo pourrait parler. D'accord, je vais commencer. Je pense que en ce qui concerne les matériels verts, parfois, on utilise des terminologies techniques, mais là, on parle de ressources naturelles comme l'argile, le bois, bambou. Mais parmi les défis les plus importants, il y a la part jouée par le marché. Donc, ce qui est important, c'est les politiques qui ne reconnaissent pas ces matériels. Un ingénieur ne va pas reconnaître un tel matériel puisqu'il y aura des risques. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est de lancer des concepts où il y a une étude qui est menée pour que les gens puissent comprendre les défis et les avantages de ces matériels durables. Il y a un partenaire fondateur. Nous avons Metabolic Circular Economy. Nous travaillons avec les partenaires pour voir quelles sont les différentes options. Il ne s'agit pas vraiment des matériels de différentes options. Quelles sont les autres options, les autres matériels de construction qui seraient les plus adaptés à certaines régions? Donc, c'est ce qu'il faut poser comme question. Il faut aussi penser aussi de l'accélérateur de l'économie circulaire où les acteurs non étatiques pourraient s'y impliquer. Quels sont les matériels de construction que vous avez qui sont durables? Est-ce que ça peut absorber le carbone? Mais il faut encore une fois penser au concept pour pouvoir lancer ces matériels de façon beaucoup plus rapidement. Voilà, il faut penser aux réglementations, au financement et les taxes. Il faut penser à un système qui implique tout le monde, tous les différents acteurs. Il faut que tout le monde puisse s'impliquer à ce processus. Merci beaucoup. Je veux parler des politiques. Les politiques sont très importantes. On a mentionné les politiques ici. Je vais parler du Kenya. Donc, c'est une politique lancée pendant les années 60. Il y a un projet de politique qui concerne une option de matériel de construction. Il est beaucoup plus facile d'être octroyé un permis. Mais il y a des organisations de recherche et le gouvernement essaie de sensibiliser les membres de la communauté. L'Institut de recherche et développement au Kenya devrait aider les entrepreneurs comme nous. Nous travaillons avec cet institut. Je peux vous dire que les industries alimentaires et les cosmétiques, le matériel de construction, vraiment, c'est vraiment une bonne opportunité d'y travailler. Mais j'aimerais ajouter une autre chose. L'industrie de construction est très conservatrice. On peut donc ça prend très longtemps pour introduire un nouveau matériel de construction. De par le passé, les ONG, les médecins devaient travailler avec les entreprises émergentes pour faire une démonstration. Merci beaucoup. Je vous donne 30 secondes. Chacun aura 30 secondes puisqu'il est temps de résumer. Patricia, que pensez-vous? Est-ce que je peux répondre à la question? Non, je vais répondre à cette question. Que pensez-vous? Qu'est-ce que vous voulez que les gens puissent savoir pour clôturer?
les villes devraient donc diriger les pas. Il faut qu'il y ait l'harmonisation dans l'intégration horizontale et verticale. Les villes sont les centres, mais le gouvernement national doit guider ces processus. Il faut qu'il y ait une collaboration entre le gouvernement et les parties prenantes pour que tout le monde puisse travailler ensemble et comprendre de la même façon dans cet espace vert. Merci beaucoup. Je vais répondre à la question dans 20 secondes. Il y a plusieurs entreprises émergentes qui sont très intéressantes, qui offrent leurs déchets pour que ça soit recyclé. Et puis, il y a aussi des véhicules spéciaux. Il y a aussi des processus qui sont en place. Donc, Christine, vous pouvez résumer, Christine? Oui, il y a beaucoup d'idées, des idées très, très intéressantes. Donc, les idées se font au niveau municipal. L'économie circulaire sera lancée à travers l'implication des villes. Il y a certaines idées très intéressantes et je pense que les gens le savent. Pour qu'on puisse arriver à cette étape, il faut trouver des voies et moyens pour renforcer ces actions, pour élargir ces actions. Et puis faire face aux barrières, aux obstacles au niveau des politiques. Et il faut essayer d'y trouver des solutions. Merci beaucoup. J'aimerais remercier les co-organisateurs de la séance. Je vous remercie tous, la Fondation, le gouvernement des Pays-Bas, le African Economy Network. J'aimerais que vous applaudissiez les membres du panel. Veuillez les applaudir, s'il vous plaît. Et puis, vous aviez dit que dans mon travail, nous voulons qu'il y ait de la créativité, de l'innovation. Malheureusement, on n'a pas invité de poète, mais j'ai un poème ici. Mutle Mutiba, elle va présenter ce poème. Nous allons... By each healthy gland. We humans ourselves powering a circuitry of the oldest piece of technology, a body of work reflected in the cosmos as sacred geometry. Tell our descendants we comb through the wisdom of the old to pave the future. Tell the unborn that we planted hope in the soil for them to reap our faith. And tell them we manifested this reality so they can live better lives. Thank you, everyone. Enjoy the rest of the day. Merci beaucoup. Bonne soirée. Thank you. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Paul. Mesdames, Messieurs, veuillez applaudir Paul et Christine. C'était nos modérateurs. Veuillez les applaudir, s'il vous plaît. C'était vraiment très, très beau. Merci beaucoup d'avoir présenté ce poème. J'ai pensé à quelque chose. Benokri du Nigeria. Dans le poème, il a demandé, est-ce que vous serez à la récolte? Et puis, il nous présente un défi. Il faut penser à ce qui va se passer dans l'avenir. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce poème. C'était très, très intéressant. Merci. On a écouté les gouvernements locaux, on a écouté les villes, les PME et aussi on a pu se focaliser sur ceux qui travaillent sur les règlements. Et puis, les séances d'accélération sont adaptées à ce qu'on vient de nous dire. Il y aura une séance sur l'environnement le jeudi. Il y aura aussi une session pour le lien entre les pays africains et les pays nordiques dans cette action. J'espère que vous allez noter tout ça et j'espère que vous allez vous impliquer dans cette action. Je pense que dans 10 minutes, il y aura le dîner. Le dîner sera servi. On a eu le plaisir d'écouter beaucoup de gens et maintenant, j'ai l'honneur de vous inviter au festival de ce soir. Donc, dans 10 minutes, nous allons clôturer la séance et puis nous aurons le dîner
et un concert. Et puis, il y aura autre chose, mais c'est un secret. Donc, quand vous allez quitter la salle, vous allez voir des gens habillés en blanc, portant des badges qui vont vous guider à Malaika Garden où vous pourrez continuer à participer, à assister à la fête. Demain, on sera ici et veuillez revenir en portant vos badges. Vos badges vous donneront l'accès à l'événement. Demain, ça va commencer à 8h30. La première session commence à 9h15. N'oubliez pas que l'audience en ligne a été très active. Ils ont été très actifs. Il faut les applaudir aussi. Ceux qui sont en ligne, veuillez les applaudir. Et puis, il faut saluer et féliciter tous ceux qui étaient là. Il y a eu quelques textes sur les réseaux sociaux. Ils veulent qu'il y ait beaucoup plus des selfies, des photos de famille. Mais maintenant, il nous reste seulement 10 minutes. Donc, maintenant, le rendez-vous, c'est au dîner et demain, on commence à 8h30. On commence à 8h30. Merci beaucoup. Et avant de quitter la salle, sur les studios, vous allez voir. Donc, soyez là à temps demain. Ne soyez pas en retard. Merci.